Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a été reçu aujourd'hui par le président Ouattara. Antonio Guterres a félicité le chef de l'État pour avoir suscité la ratification des conventions sur l'apatridie. Plus de 61 milliards de francs CFA cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières, le fruit de l'emprunt obligataire lancé par les autorités ivoiriennes par appel public à l'épargne l'année dernière avec un taux d'intérêt de plus de 6%. Et puis la seconde partie de la plateforme Marline va rejoindre les côtes ivoiriennes en avril prochain. Le DEC, c'est le nom de la plateforme, est en construction en Italie. Le projet a coûté 325 milliards de francs en CFA. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Bilan de l'action du gouvernement au cours de l'année 2014 et adoption du programme d'action gouvernementale pour cette année au cœur du séminaire gouvernemental qui s'est tenu aujourd'hui même. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a dirigé les travaux. Le séminaire a démarré à 8h30 et s'est achevé à 19h. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a fait une présentation au président Ouattara à la clôture du séminaire. Le bilan des actions gouvernementales de 2014 est positif. Le chef de l'État exhorte l'ensemble du gouvernement à continuer dans cette lancée avec toujours pour objectif l'emploi jeune, la redistribution des fruits de la croissance à la population, entre autres. On écoute le Premier ministre et le président Ouattara. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce jour en exécution de vos instructions, a été l'occasion pour Mesdames et Messieurs les ministres à la fois de présenter le bilan des actions réalisées en 2014 par leurs départements respectifs et de dérouler les grandes lignes des actions qu'ils entendent mettre en œuvre en 2015. S'agissant des principales actions et activités prioritaires susceptibles d'être réalisées, elles ont été assorties des périodes indicatives de démarrage et d'achèvement d'indicateurs de performance, de résultats attendus et de leur évaluation financière. Je réitère mes félicitations à Mesdames et Messieurs les ministres pour leur participation effective à cette réunion extrêmement importante pour la coordination et l'harmonisation du travail gouvernemental. Je me réjouis de ce que, à l'image des éléphants, notre équipe nationale de football, le gouvernement soit soudé et solidaire autour du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est à la fois notre sélectionneur et notre capitaine. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les membres du gouvernement, pour l'excellent travail qui a été fait, et vous, Monsieur le Premier ministre, pour le travail de coordination de l'action gouvernementale en liaison avec la présidence de la République. Je félicite tous les membres du gouvernement, et je le précise, tous les membres du gouvernement sans exception, et avec vous, vos collaborateurs, pour l'excellent travail qui est fait et qui a permis donc la mise en œuvre de toutes ces actions et qui nous permettent d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Nous devons poursuivre nos efforts, car beaucoup reste encore à faire pour satisfaire pleinement les aspirations les plus légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Pour l'année 2015, je me félicite que les orientations que j'ai eu à donner dans mon message à la nation en fin d'année puissent faire l'objet d'une attention particulière. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il s'agit bien évidemment de la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes et des femmes, la poursuite des grands chantiers d'infrastructures, la diversification de notre économie et l'augmentation du niveau de transformation de nos matières premières, l'accroissement du rôle du secteur privé comme moteur de croissance, la mise en place du programme dénommé l'École pour tous, le renforcement des infrastructures des universités de Korogo, de Daloa et le démarrage des travaux de construction des universités de Mans, de San Pedro, de Bondougou et d'Abangourou, la réhabilitation de nos infrastructures sanitaires et le maintien de la vigilance, notamment en matière de lutte contre la maladie à virus Ebola, que nous avons réussi à éloigner de la Côte d'Ivoire, la mise en œuvre effective de la couverture maladie universelle dès cette année, la moralisation de l'administration et la promotion de la bonne gouvernance,
le renforcement de la sécurité, de la paix, de la cohésion sociale, avec notamment la poursuite du dialogue avec l'opposition et les résultats déjà obtenus dont je note donc les progrès importants. L'organisation, c'est un défi cette année d'élections libres, transparentes et apaisées pour le renforcement de la paix, de la stabilité et bien naturellement de la démocratie dans notre pays. Par ailleurs, j'attache du prix à la question de l'indemnisation des victimes et des familles des victimes de la crise post-électorale. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons inscrit au budget de l'année 2015 un fonds de 10 milliards de francs CFA et nous allons mettre en place très rapidement les mécanismes nécessaires pour que les familles des victimes puissent profiter de ces ressources. En plus, je souhaite que nos efforts visent également l'amélioration de notre classement au Doing Business de la Banque mondiale, notre éligibilité au compact du programme du Millennium Challenge Corporation, MCC, et bien évidemment à l'initiative Open Government Partnership. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, notre objectif pour cette année 2015 est de faire en sorte que nos compatriotes ressentent davantage les retombées de notre forte croissance économique de notre pays. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, car nous avons encore de nombreux défis à relever pour atteindre l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020. Antonio Guterres, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, a échangé avec le chef de l'État au cœur de la rencontre, la Convention sur la ratification des conventions sur l'apatridie. Le reportage de Viviane Haïma. Présent à Abidjan dans le cadre de la grande conférence régionale sur l'apatridie qui se tient dans la capitale économique ivoirienne, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a rendu une visite d'amitié au président de la République, Alassane Ouattara. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a réitéré ses félicitations au chef de l'État pour les mesures prises pour enrayer l'apatridie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et un groupe de pays africains ont ratifié les conventions d'apatridie, mais des développements législatifs et pratiques très importantes ont été mis en place en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de l'apatridie dans le pays, ce qui est un symbole d'efficacité qui devrait être copié partout dans le monde. Je crois que toutes les personnes ont le droit à avoir une nationalité, un pays, à vivre légalement dans leur pays. Mais malheureusement, il y a encore 10 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de nationalité. Imaginez-vous que vous n'avez pas ni passeport, ni carte d'identité, ni carte de crédit, ni document, que vous n'existez pas légalement, que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, que le jour où vous serez décédé, il n'y aura même pas un certificat. Ça se passe avec 10 millions de personnes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire a pris une initiative pour résoudre entièrement le problème de l'apatridie dans le pays. Et cet exemple est un exemple qui a une énorme importance pour nous. Antonio Guterres a saisi l'occasion pour offrir un ballon de football au chef de l'État ivoirien en guise de félicitations pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Trésor public ivoirien a réalisé sa 16e cotation boursière sur le marché financier régional à travers l'emprunt obligataire dénommé TPCI 6,55% en 2014-2022. Plus de 61 milliards de francs CFA ont été cotés à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le Trésor public ivoirien avait émis sur le marché régional un emprunt pour un montant indicatif de 120 milliards de francs CFA qui a permis de récolter ces 61 milliards de francs en CFA. Marina Atta et Francis Boifo étaient à la Bourse régionale des valeurs mobilières. 61,8 milliards de francs CFA. C'est le montant mobilisé sur les 120 milliards de francs CFA attendus
Lors du lancement de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, 6,55% 2014-2022. Ce mardi, cet emprunt a été admis à la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. C'est dit que les investisseurs peuvent désormais vendre ou acheter des titres de cet emprunt. Moins de 10 minutes après la mise à disposition de ces titres sur le marché régional, la première cotation a enregistré des mouvements de capitaux d'une valeur de 4 millions de francs CFA et cela s'explique. L'État a toujours honoré ses engagements vis-à-vis du marché et que le marché donc, accorde à l'État ivoirien une qualité de signature qui lui permet de revenir régulièrement sur le marché. Pour aider l'État à financer les projets d'investissement en 2015, d'autres emprunts seront lancés bientôt. Cette année, nous avons besoin de 1046 milliards de francs CFA pour financer les dépenses d'investissement prévues au budget. Nous attendons beaucoup des investisseurs. Avec 16 emprunts, l'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 1220 milliards de francs CFA sur le marché pour le financement des besoins d'investissement. La plateforme Marlin sera bientôt opérationnelle. Elle est dans sa phase d'achèvement à Ravenne. C'est en Italie. La plateforme sera acheminée en Côte d'Ivoire dans le mois d'avril. Le ministre ivoirien du pétrole, de l'énergie, Adama Tounkara, était en Italie pour une visite du site de construction. Notre envoyé spécial, Christelle Menon, nous en dit plus. C'est la dernière composante d'une nouvelle plateforme d'hydrocarbures, Marlin. La première partie, fraction immergée nommée Jacket, a été installée en novembre 2014 au large des côtes ivoiriennes. La seconde fraction, partie supérieure ou deck, est en fin de construction à Ravenne, en Italie. Avant son acheminement en Côte d'Ivoire, ce gigantesque ouvrage de 4500 tonnes a fait l'objet d'une visite du ministre ivoirien du pétrole et de l'énergie. Dès son installation sur les gisements Marlin et Manta dans le bloc CI-27, la Côte d'Ivoire espère de cette plateforme une production entre 2000 et 12 000 barils de pétrole par jour. Mais elle en espère aussi et surtout du gaz. Le bloc CI-27 est fournisseur d'environ 70% du gaz des centrales thermiques ivoiriennes. Cette plateforme est d'autant importante pour la Côte d'Ivoire qu'elle permettra à notre pays d'avoir une production de 156 millions de pieds cubes jour, production qui lui permettra de couvrir 50% de ses besoins en électricité. Un projet d'environ 325 milliards de francs CFA, un investissement productif consenti à 24% par le groupe Foxtrot International, principal partenaire de la Côte d'Ivoire dans l'exploitation de ces champs d'hydrocarbures. Installée dans le bloc CI-27 depuis plus de 10 ans, cette filiale du groupe Bouygues en a eu la concession pour 25 ans. La contrepartie, assurer une fourniture en gaz à hauteur de 140 millions de pieds cubes par jour. Foxtrot a été développé pour remplacer les turbines à vapeur qui existaient avant pour faire l'électricité, qui avaient une pollution sur l'environnement très forte. Grâce à la plateforme que vous voyez derrière moi, on arrivera à tenir la production pour la Côte d'Ivoire. La plateforme Marlin, plus avancée technologiquement et écologiquement, s'ajoute à 4 autres installations de production de pétrole brut et de gaz naturel déjà présentes dans le bassin pétrolier ivoirien. Après 3 ans et demi de travaux, elle devrait entrer en production dès août 2015. L'intérêt pour la population ivoirienne, c'est qu'elle va avoir une électricité abondante, de qualité et à moindre coût jusqu'à l'horizon 2024. Un projet infrastructurel de plus et 61 blocs pétroliers qui laissent espérer un avenir énergétique prometteur pour la Côte d'Ivoire. Objectif à court terme, atteindre une production journalière nationale de 200 000 barils de pétrole brut et 250 millions de pieds cubes de gaz naturel. Objectif à long terme, faire de l'énergie le second pilier de l'économie ivoirienne après l'agriculture. Faisons une incursion dans le monde des plateformes pétrolières, des édifices impressionnants avec un fonctionnement technique que les non-initiés ne peuvent appréhender, des exploitations réalisées offshore, loin des côtes en haute mer. Je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble ces plateformes pétrolières avec Christelle Menon. Des milliers de tonnes d'acier et de béton, 2 à 3 ans de travaux, une ingénierie très pointue, c'est de façon très simplifiée ce qu'il faut pour construire une plateforme pétrolière. Un édifice qui permet de forer, d'extraire et quelquefois de traiter et de stocker du pétrole ou du gaz en pleine mer ou onshore. Toutefois, sa construction ne débute que lorsque des forages de reconnaissance confirment la présence d'un gisement, un champ de gaz naturel ou de pétrole brut. Une plateforme se construit onshore en fonction de son usage futur, pour des forages,
de la production ou du traitement d'hydrocarbures, avec ou non l'hébergement du personnel. Une plateforme peut être fixe ou flottante, cela dépend de la profondeur du gisement. Dans le bassin pétrolier ivoirien, elles sont pour la plupart fixes, de type jacket deck. Deux parties les composent, la structure porteuse ou jacket, qui sert à maintenir la partie utile au-dessus de l'eau, puis le topside ou deck, qui comprend une unité de traitement. Après construction, les différentes composantes sont transportées sur des barges géantes jusqu'au site d'exploitation. Commence ensuite la production. Le contenu du gisement est aspiré jusqu'au deck grâce à un processus complexe. Les hydrocarbures ainsi récoltés et refroidis sont séparés en 3 produits, gaz, huile et eau. Le gaz et le pétrole brut sont acheminés vers une raffinerie par des conduits appelés pipelines. L'eau épurée est quant à elle rejetée à la mer. La durée de la production est fonction de la quantité d'hydrocarbures disponibles. C'est également la durée de vie de la plateforme, 20 à 30 ans en moyenne. Les plateformes encore en état d'usage peuvent servir sur d'autres puits pétroliers. Quittons les plateformes pétrolières pour nous intéresser à la construction du réseau national haut débit de fibre optique. Les 2 premières phases de construction de ce réseau seront livrées cette année. La 3e phase, elle, sera attribuée à des négociations directes avec des entreprises pouvant financer totalement la réalisation de l'ouvrage. Le projet a été présenté aujourd'hui même à une trentaine de prestataires. C'est en tout cas ce que nous dit Lancine Bakayoko. La 3e phase de construction du réseau national haut débit porte sur 5000 km de fibres optiques. Pour la mobilisation des 75 milliards de francs CFA nécessaires à sa réalisation, l'Agence nationale du service universel de télécommunications a mis en place un mécanisme particulier. Nous sommes aujourd'hui dans une procédure qui n'est pas une procédure d'appel d'offres classique. Compte tenu de l'intérêt de ce projet et de l'importance du projet, nous avons eu du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire l'autorisation d'aller dans une consultation un peu particulière. Cette méthode de sélection donne la possibilité à tous les opérateurs d'avoir une pleine mesure du service souhaité. Nous allons en retenir probablement 3 parce que simplement nous avons constitué le marché en lot de 3. Long de 7000 km au total, cette importante infrastructure de transmission vient en complément des réseaux de fibres optiques existants. Elle reliera à terme toutes les préfectures et sous-préfectures de Côte d'Ivoire. La livraison de l'ouvrage est prévue pour 2017. La Côte d'Ivoire est présente au Salon de l'agriculture de France. Là-bas, l'escargot est une curiosité. L'escargot que de nombreux visiteurs du stand de la Côte d'Ivoire découvrent pour la première fois. Hugues Vebli. Un stand qui ne désemplit pas au Salon de l'agriculture en France, c'est celui de la Côte d'Ivoire au pavillon 1. Là se trouvent réunis les pays invités à ce salon. S'il y a un produit qui ne manque pas d'attirer le regard des visiteurs du stand de la Côte d'Ivoire, c'est bien l'escargot. Il va prendre froid aussi. Mais moi j'aurais bien voulu goûter. Mais c'est demain, elle a dit. Ça vient que de la Côte d'Ivoire. Et elle me dit que ça se prépare comme les escargots en France, donc ça donne envie peut-être de goûter un jour, de faire une préparation, pourquoi pas. Par jour, environ 2000 personnes visitent le stand de la Côte d'Ivoire, posent beaucoup de questions sur l'agriculture ivoirienne et dégustent ce qu'elle produit de meilleur. Du café ou du chocolat chaud, de la banane douce, ce sont là quelques-uns des produits proposés aux visiteurs. Mercredi se déroule la journée ivoirienne, sont attendus par le ministère des Ressources animales et halieutiques et celui de l'agriculture des milliers de visiteurs. Ce sera l'occasion pour ces 2 ministères de leur faire découvrir la production agricole de Côte d'Ivoire, les spécialités culinaires du pays, mais aussi de les inviter à Abidjan, où se tient le mois prochain le Sahara. Retour en Côte d'Ivoire pour parler politique avec le oui des militants du Haut Sassandra à l'appel de Daoukro. C'était au cours des travaux du 5e congrès éclaté de la délégation départementale du PDCI RDA d'Issia. Le reportage de Serge Coléa. À Issia, les travaux du 5e congrès éclaté du PDCI RDA se sont tenus sous la conduite du délégué départemental Naounou Bobo et sous la supervision de maître Kousgro Seri Émile Christophe, membre du comité des sages, coordonnateur du Grand Conseil régional du PDCI RDA dans le Haut-Sassandra. À l'issue des explications données par leurs différents leaders, les congressistes ont approuvé sans réserve l'appel de Daoukro.
Au nom des militants, Maître Kousgro Seri-Emile a salué la vision prospective et la clairvoyance politique alliée à un sens élevé de l'État du président Henri Konan Bédié. À l'instar d'Issia, a rassuré le coordonnateur du Grand Conseil régional du PDCI-RDA, tout le Haut-Sassandra soutient la candidature unique du président Alassane Ouattara. Les militants se disent prêts pour le 5e congrès extraordinaire prévu le samedi 28 février prochain à Abidjan. Le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, lui, est en tournée de remobilisation des militants dans le sud Comoé. Il a rencontré les rois et les chefs traditionnels de la région. La tolérance et le vivre ensemble ont été prônés en vue d'une année électorale pacifique. Gabriel Zani. Dans sa tournée de mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains dans le sud Comoé, Amadou Soumaoro rencontre les rois et chefs traditionnels de la région de jour comme de nuit. Nana Thomas Foli, roi intérimaire de Bonois, Nana Ondoufou 5, roi de Krinjabo, Nana Krouchi 3, roi Adoufré, Soye ont été les premiers dignitaires à recevoir le secrétaire général par intérim du RDR. Interrogé sur les motifs de ces visites pressantes, Amadou Soumaoro donne les premières nouvelles. Le président m'a chargé de les saluer et aussi de les remercier pour la confiance qu'ils n'ont cessé de placer en lui, mais aussi surtout pour leur contribution à la construction de la paix dans notre pays. L'autre nouvelle, la deuxième et la principale d'ailleurs, Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. La réponse des autorités coutumières à cette candidature, la voici. Nous avons perçu ce bon message. Nous sommes déjà prêts à aider le président. Le climat de paix, ça a toujours résisté à Tchapoum. Vous avez vu pendant les événements, tout l'ouest courait vers Tchapoum. Nord venait vers Tchapoum. Eux tous venaient ici. C'est parce qu'il y a ici la paix. Ce qui concerne le candidat du président Alassane Ouattara, c'est une bonne chose. Parce que nous avons constaté ce qu'il a fait pendant 2 ou 3 ans. Vraiment, c'est important. Il faudrait qu'il continue de faire ce qu'il a déjà commencé pour que ce qu'il reste à faire, il puisse le faire. Donc nous sommes tous pour que le président continue son chemin. Une unanimité qui a tout son sens. Les dignitaires du sud Comoé veulent la paix, car leur région a été durement éprouvée pendant les événements de la crise post-électorale. Plusieurs Ivoiriens fuyant la guerre avaient pris leur quartier dans cette région du pays. On se rend à Buyo. Buyo, une localité située dans la région de Nawa, n'a pas de commissariat. Ce chef-lieu du département abrite l'un des plus importants barrages de la Côte d'Ivoire. Cette localité est confrontée à d'énormes problèmes de développement. Le reportage de Eugène Atoubé. En route pour Buyo, via le village de Yabayo, c'est une route bien reprofilée mais étroite que nous empruntons. De toutes les voies d'accès à ce chef-lieu du département, cette route est de loin la plus accessible. Et comme nous avons un président qui fait du réel, nous voulons voir Bitume, Bio, Yabayo. Avant, la route de Adeka et Bio ici, là, vraiment c'était gâté. B1 du cas Soubré, ils ont arrangé ça. C'est pour Adeka qui reste. Comme Adeka, il y a tous les villages V, situés derrière le barrage. Des contrées de 10 à 15 000 habitants, grosses productrices de cacao, mais qui attendent toujours d'être touchées par le progrès. À Bio, nous avons le plus grand barrage de la Côte d'Ivoire. Quand on prend tout le département de Bio, vous allez trouver que le tiers n'est pas électrifié. Ça, c'est le paradoxe des paradoxes. En ville même, l'accès au logement, la fourniture en eau potable sont toujours des préoccupations. Les agents de l'État qui venaient, ils dormaient, ils réussissaient à dormir facilement. Mais maintenant que Bio est devenu département, vraiment, il y a un problème de logement. Nous sommes à côté de l'eau, mais on n'arrive pas à boire de l'eau potable. Alors c'est à nous de nous poser la question, quel est le problème? Et notre souhait aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment de l'eau bien traitée. Buyo, une localité entre grandeur et misère. Le plan de la ville même, tel que tracé, est illustratif de cette réalité. Les populations n'y échappent pas. Jeunesse désabusée,
Femmes à la recherche de son autonomisation dans une ville gagnée par la paupérisation, quoique bénéficiant d'un barrage hydroélectrique. Nous ne sommes pas la seule personne sur l'eau. Nous avons des doulas qui sont avec nous. Il y a des matériels qu'ils interdisent sur l'eau, mais eux, ils les utilisent. Donc ça ne nous permet plus de mieux vivre. Au niveau du barrage, nous avons quand même une ristourne au niveau de la mairie, mais malheureusement maintenant, une grande partie part à la région. En ville comme dans les villages, rien de cette ambiance d'engins de génie civil travaillant nuit et jour dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du président de la République dans la région du Nawa. Buyo n'aura pas la chance de recevoir le président de la République, Alassane Ouattara, en visite dans le district du Bas-Sassandra. Mais ici, les populations ont espoir que leurs préoccupations et besoins seront résolus. Car dans ce département, tout, absolument tout, est urgence. Le point de la mise en œuvre des 12 résolutions visant l'autonomisation et la promotion de la femme, entre autres, adoptées en Chine en 1995 sous l'égide de l'ONU, a été fait lors d'une table ronde présidée par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Grace Kando nous en dit plus. Femmes et pauvreté, mécanisme institutionnel œuvrant à la promotion de la femme, femmes et prise de décision sont entre autres résolutions adoptées au cours de la conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. 20 ans après, quel bilan? Nous pouvons dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des avancées, il y a une amélioration majeure. Je prends le cas du mécanisme institutionnel qu'on doit mettre en place pour faire avancer les questions des femmes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une politique nationale de l'égalité hommes-femmes. C'est très important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un observatoire national de l'équité et du genre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des cellules genre qui existent dans presque tous les ministères. Mais au niveau opérationnel, on a aujourd'hui le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui est important. La journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain, marque le 20e anniversaire de cette conférence de Beijing. Du 10 au 23 mars prochain, tous les États du monde devront présenter au siège de l'ONU à New York le bilan des efforts qu'ils ont fournis dans les 12 domaines prioritaires du plan d'action de Beijing, en vue de l'atteinte de l'équité et de l'égalité entre les sexes, autour du thème « Examen et évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 20 ans après ». En termes de perspective en Côte d'Ivoire, une stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin sera élaborée. Une partie du budget de l'État sera consacrée à l'alphabétisation. Sachez qu'au Togo, l'élection présidentielle se tiendra le 15 avril prochain. Une décision du gouvernement lors du Conseil des ministres aujourd'hui à Pia. L'incendie d'un immeuble dans la commune de Yopougon-Sidessi a fait au moins un mort et plusieurs blessés graves. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour l'instant. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis l'État islamique enlève 90 chrétiens dans le nord-est de la Syrie. Des djihadistes du groupe État islamique ont attaqué 2 villages chrétiens sous contrôle des forces kurdes. Ce serait la première fois que l'État islamique kidnappe un aussi important groupe de chrétiens en Syrie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 23h.